rappelle que ce séminaire, donc, il y a maintenant 1 an d'existence, s'est créé avec l'idée d'articuler un certain nombre de réflexions touchant au capitalisme contemporain au nord et au sud, et entre les 2 laboratoires de Sciences Po Bordeaux, le CED et le LAM, avec la volonté évidemment d'échanger avec aussi d'autres acteurs, de chercheurs à l'extérieur sur ces sujets, les transformations contemporaine du capitalisme dans une perspective d'économie politique, dans une perspective assez plutôt interdisciplinaire, donc en croisant les regards, les disciplines, les méthodes. Sur 10 objets, l'année dernière, on a travaillé en séance sur des questions de commerce international, d'industrie, d'entrepreneuriat, d'élite, de rapport à l'État, d'institutions financières internationales, dernièrement également, de champs aussi, comparaison entre approche par le champ ou par les secteurs. Et donc cette année, on démarre cette première séance avec une thématique nouvelle qu'on n'a pas encore abordée et qui éclairera aussi nos débats sur les capitalismes, qui est celle des coopératives et des mouvements coopératifs. Il y avait donc 2 présentations aujourd'hui de Joaquín Santos Larrazabal, dont la présentation sera en anglais. Donc, gardez en tête que pour la discussion, privilégiez l'anglais également par la suite, qui est doctorant à l'Université Pays Basque et en accueil ici pendant un mois, je crois, au Centre Émile Durkheim. Et Maxime Kifou, qui est sociologue, chercheur au CNRS, au laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique, c'est bien ça, voilà, qui interviendra lui aussi sur son objet de recherche autour des mouvements coopératifs. Voilà, donc là, en termes d'organisation, on va fonctionner de la sorte. Les 2 présentations vont se suivre. Rousseau va présenter en premier, Maxime ensuite. On laissera ensuite la parole à Thomas Lamarche, qui nous fait le plaisir d'être le discutant de cette séance. Donc Thomas Lamarche, qui est directeur du LADIS à Paris, où nous avons parmi nous plusieurs collègues présents au LADIS avec qui on travaille. Donc voilà, c'est un plaisir. Thomas Lamarche est particulièrement spécialiste de ces questions, économiste, professeur des universités. Donc là, on est bien dans l'interdisciplinaire, dans le croisement des disciplines sur cette séance. Donc je laisserai la parole à Thomas ensuite, et après, on ouvrira la discussion à la salle. Voilà. Je vais laisser la parole à Sou et je vais du coup projeter. Bonjour, je m'appelle Josu Santos Larrazabal, and I'm going to talk about different ways of intercooperation into Mondragon cooperatives, which is part of my doctoral thesis. First of all, it's necessary to explain Mondragon's origins. As you see here in this timeline, Father Arizmendi Arrieta arrived in Mondragon, a village in the Basque Country, in 1941 and created the Polytechnic School. 10 years later, 5 students created Ulgor Cooperative, the predecessor of Fagor Electrodomésticos, as a working community without difference. Okay, other 10 years, Ularco Group, which is the predecessor of Fagor Group, was created, and also Lagunar. In that group, different cooperatives united their efforts in same areas to obtain synergies. And on the other hand, Lagunaro was created to deal with the lack of social protection of cooperative members. Since then, the shaping of Mondragon, as we know it today, has taken place. There was a great growth and unification of more cooperatives and a strategic plan for internationalization. All of these accompanied with a weakening of cooperative values. About these values, we can say that they are related to the Arizmendian thought, and which combines individualism and cooperation, philosophy and economy, or work and study. 3 of the 10 basic cooperative principles
of Mondragon are those intercooperation to find synergies, solidarity with contribution to intercooperative support funds, for example, and education to maintain the importance of these 10 principles on the same level as technical knowledge, and to give members the capability of making decisions as an owner. Okay, so we can see here, he was the creator of all that Mondragon cooperative movement. So this ideology. Okay, now let's move on to the first case. A paper related is published with this title, Intercooperation, Flexicurity and their Impact on Workers, the case of Electrodomésticos, in Annals of Public and Political Economy and Cooperative Economy. And here you have the QR to the full, to access to the full paper. Here you can see maybe more results about the research, because now we are going to go straight to the conclusions or to some findings. Okay. Well, as other Mondragon cooperatives, Fagor Electrodomésticos used flexicurity measures since its creation in order to deal with different economic crises. These measures, which we can see in the list, combine labor flexibility and labor security, and are those: numerical labor flexibility, relocations, wage flexibility, temporal flexibility, the Lagunaro social security system that we have seen with that financial cooperative, and lifelong learning, which is related to that educational cooperative principle. No. Okay. Literature has generally identified these measures as a way for Mondragon cooperatives to stand out from its competitors. But when in 2013, the most important cooperative, which was Fagor Electrodomésticos, went bankrupt, it was a test of validity of those flexicurity policies and its capacity for managing this kind of situations. For example, until then, little had been said about the resistance of different stakeholders to this kind of measures and the way they avoided them or so. So the main objective of the research is to analyze those lights and shadows of flexicurity policies. And the sub-objectives are to contrast the validity of that literature that highlights flexicurity's advantages, to analyze its limitations in social matters, shedding light on that resistance of some stakeholders and agents, and also their strategies to avoid those policies, and to benefit the set of companies interested in implementing flexicurity in a cost-effective and also a social-friendly way. Okay. For that, we carried on 41 interviews with a big range of stakeholders of Fagor Electrodomésticos, which you can see here. We had managers, people from the workers from the governing council and the social council, trade union members, working members also. Then we triangulated the information of the interviews with different data of different kind of doctrinal and external that you can see here, and
that was the methods followed to investigation. We identify a significant reduction of the historical competitive advantage of Mondragon's flexicurity since 2008. And we think, or we identified that this happened because there's some strong resistance to relocations for relocated candidates, and also from host cooperatives members. There are difficulties to relocate some members due to age, their high age or their low training level. Working time flexibility can't be made up in low crisis also. And also the competitive advantage of wage flexibility and lower social cost were decreased for this time, so there are an advantage. Okay, more things we saw in the research. Fagor Electrodomésticos spatially segmented workforce adds evidence, for example, to their relevant active roles workers can play in shaping their labor markets, because they had different kind of workforce depending on their geographical place and also in their labor conditions. Okay. A positive perception of job security from members classes with their feeling of being in a temporary employment agency due to that flexibility. Promotion of retraining programs and identification of the professionalized members should start before crisis arrived, because in this case, it started later, once the crisis was over the company. And we give evidence of poor implementation of flexicurity, and findings also have application for non-cooperative firms adopting flexicurity. Okay, those are our discussions, our finding of this paper, more or less. Now we move on to the case of Eroski and its intercooperation with local SME suppliers, or to abbreviate, we will be talking about LSS, because there is an increasing use of supplier development measures by multinational agri-food companies to compete as a team with its supply chain partners and maintain their competitive advantage. They do this due to an increasing demand for local products, rising cost of replacing key suppliers, increasing relevance of sustainable development goals, which we can see here, increasing market competition, and a need to legitimize and gain support from their consumers. And there are also great limitations on supplier development literature. We have found that it could be more developed. Okay. Here you can read some data about Eroski's market situation. We can say that it's very relevant in the northern Spain, and that a 59% of its suppliers are LSS. More or less, that's the most important information. But the important thing here is that this timeline. Eroski's origins are linked to a high level of cooperation with the agro-livestock sector. But between the 90s and more or less 2007, it had a standardization time in which some those LSS disappeared.
but since 2007, they renewed their strategy to stand out against new competitors, and they created their SME commitments, which in this study we have identified to be closely related to the different measures of supplier development, which we can see here. This is like a map, and those measures are more or less supplier assessment, competitive pressure, supplier incentives, direct involvement, and an important role of relational capital also. So they are using this kind of policies in order to improve their relation with their LSS. Okay. So in this case, our objective is to draw lessons on how to intercooperate in the value chain through supplier development initiatives that favor relational capital between parts. These lessons are for large retailers willing to give prominence to their local positioning, and also for LSS who want to expand their sales to large retailers in a sustainable way. To this end, we analyze the perception of different actors in the value chain about supplier development measures in relationship with LSS. And we also add some insights or to the gaps identified in that supplier development literature. Okay, the methodology used is the same as in the first case, but in this case, we have 22 interviews. You can see with 4 Eroski's managers, 14 LSS, which are working with Eroski, some of the managers of those LSS worked in Eroski before, and 4 representatives of 3 different origin and quality certifying bodies, as origin denomination and govern bodies and all kind of institutions. And the documentation was also internal and external documentation, which we triangulated and analyzed, and those are our findings. Okay, we identify a lack of alignment of organizational cultures between retail and LSS. Given that this alignment is the best way to create synergies and avoid negative results in relational capital, we propose filling managerial positions on one side with former managers from the other, using an external consultant to support LSS in their cultural alignment process. We also identified a great importance of a hybrid intercooperation between Eroski and LSS that work in an associative way, even if they aren't cooperative, and that's a relevant point, because benefits arise from this kind of hybrid intercooperation, and also from that cooperation between competitors that develop those LSS that work together to intercooperate with the big retailer. Okay. We think that we have seen that an excessive expectation from LSS of Eroski's cooperative and Basque nature, and embers of a negative perception of Eroski's standardization in the past are the main reason for a comparatively lower valuation of Basque LSS in a survey carried on 2020. This raises an interest to analyze regional ethnocentrism in retail, but focalizing in
from the point of view of those LSS. Okay. There is also a poor identification of Eroski's supplier development initiatives by those LSS, and this could be due to the aforementioned ethnocentrism and also of the lack of cultural alignment. We propose that retail should improve this visibility of the initiatives to its suppliers in order to improve this relational capital and to improve the relation and the perceptions of the LSS. Okay. And another finding is that trust and dependence are closely related. The more dependence has the retailer for that LSS, the more trust perceive those LSS about the retailer activity. So we advise LSS to obtain certificates to increase buyer switching cost and attractiveness also to other retailers. Long-standing relationships improve commitment perception, but could create conflicts when the retailer drives the growth of a LSS until it is large enough and starts supplying other retailers. So this kind of conflicts need to be further analyzed, further studied. Okay, and finally, we have seen that a relationship between LSS and the purchasing responsible contact, the purchasing responsible worker of the retail, has emerged as the cornerstone of LSS perception about the retailer, the perception that the suppliers have about the retailer. Okay, so there is a great importance of the continuity of that specific person in that position, but if it isn't possible, in order to obtain these contacts knowledge up to date, because maybe he or she is a new worker and he needs to know everything about the LSS, we proposed mentoring activities from the outgoing contact to the new one, and also from the staff of the LSS to that new contact, new buyer. Okay, and also a recruitment of staff from the agro-livestock sector for this position, for those buyer positions. We have seen that activities like this are already implemented in Eroski. And that's it. Here is some literature about everything about Mondragon, Fagor, Eroski, flexicurity, supply development, things that maybe I haven't said, but all the history of Arizmendi Arrieta and the creation of Mondragon. And that's all, and merci beaucoup. And that's it. Thank you. Je parle pas trop fort peut-être.
Ouais, d'accord. Bon, vous me dites si vous m'entendez bien, tout le monde? Ouais, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je suis vraiment très content d'être ici, de pouvoir profiter des travaux des collègues espagnols. Je vais vous présenter, je vais essayer de tenir le temps. Je vous préviens tout de suite, je suis très bavard. Hein. Si vous voyez que je vais trop loin, trop longtemps, que c'est problématique, il ne faut pas hésiter du tout à me couper la parole. Alors, je vais vous présenter un ouvrage qui est paru en fait en 2018, hein, qui commence un petit peu à dater. D'ailleurs, on pourra peut-être revenir au cours de la discussion sur le devenir de l'entreprise que je vais vous présenter. Ce livre, vous le voyez donc sur la première page de mon diaporama, qui s'intitule Adieu au patronat, qui est paru donc aux éditions du Croquant en 2018 et qui est en fait le résultat d'une enquête monographique que j'ai menée dans une entreprise reprise par ses salariés en 2012 et qui donc que j'ai suivi en fait pendant plusieurs mois avec des méthodes ethnographiques. Hein, je vous les annonce tout de suite, comme ça on pourra passer et gagner du temps. Des méthodes ethnographiques assez classiques, c'est-à-dire d'observation. Alors, je n'ai pas fait d'observation participante, je voulais en faire, mais s'improviser rotativiste, ben, c'est pas si simple que ça, hein, parce que c'est une imprimerie. C'est une imprimerie qui a imprimé, puisqu'elle a fermé depuis, des magazines de télévision. D'accord ? Donc, j'ai quand même obtenu de la part des salariés de ces entreprises de faire une observation. En tant que stagiaire, je suis resté 4 mois, donc j'ai fait beaucoup d'observations, j'ai fait des entretiens sur des récits de vie. Je suis désolé, je vais parler un peu vite, je suis parce que j'ai pas beaucoup de temps. Qui s'est accompagné d'un travail sur les archives de l'entreprise et les archives syndicales en particulier. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, alors attendez, je passe à la slide suivante. C'est en dessous. Hop, c'est pas mon ordinateur, je m'en excuse. C'est bon ou pas? Non. Ne pas passer. Non, attendez. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je vous propose en fait tout simplement de repréciser de quoi on parle quand on parle d'une société coopérative et participative, parce que je commence à avoir une petite expérience maintenant des présentations sur ce modèle assez atypique d'entreprise. Donc, je pense qu'il n'est pas inutile en fait dans un premier temps de savoir de quoi on parle, parce que les coopératives, hein, tout le monde, beaucoup d'acteurs économiques se gargarisent d'être une coopérative, sauf qu'entre une coopérative bancaire et une coopérative une société coopérative et participative, c'est vraiment des mondes complètement différents. Donc, une SCOP, elle se fonde sur 3 grands principes. Le premier, c'est que le capital appartient majoritairement aux salariés. Ça, c'est la première des règles. Hein. Alors c'est pas hiérarchisé, hein, forcément. C'est pas forcément règle d'importance. Mais en tout cas, le capital appartient majoritairement aux salariés. Avec, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas beaucoup de temps. Le deuxième grand principe, c'est que le pouvoir est démocratique avec des guillemets et égalitaire. On pourra peut-être y revenir sur ces définitions. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les décisions sont prises selon la règle une personne, une voix, et que la direction est élue à ce titre par l'ensemble des associés salariés appelés sociétaires. D'accord ? Et le troisième grand principe, c'est que les bénéfices sont répartis entre ce qu'on appelle la part travail des salariés. En général, c'est la loi qui le fixe, c'est 25% minimum en fait des bénéfices qui sont réalisés, et une réserve légale, pardon, qui a pour seuil 15% des bénéfices. Alors, il peut y avoir aussi des dividendes. Généralement, non, c'est pas généralement, une fois de plus, c'est 33% maximum des bénéfices. Voilà. Donc, on voit que c'est un modèle d'entreprise extrêmement particulier et qui a pour, en fait, grande caractéristique d'appartenir à ses salariés d'un point de vue du capital et d'un point de vue du pouvoir démocratique. Alors, le livre en question porte, comme je vous le disais en introduction, sur une imprimerie qui a été reprise par ses salariés, notamment suite à l'action syndicale de la CGT de cette entreprise. Et donc, le livre retrace cette histoire, mais pose aussi différentes questions et vise en fait à nourrir une réflexion, tout d'abord sur ce que j'ai appelé une sociologie de l'action syndicale, à savoir, est-ce que la gestion est un moteur de résistance ouvrière? Pour le coup, on verra que c'est le cas. Est-ce que, dans un deuxième temps, je me suis intéressé à ce que j'ai appelé une sociologie de la démocratie ouvrière. C'est une espèce de grande thématique politique et sociologique et économique qui est un peu tombée en désuétude pendant quelques décennies, mais qui revient en fait depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Donc, avec une question assez simple, finalement, comment passe-t-on d'un régime verticaliste à un régime participatif dans un univers particulier, quand même, qui est celui de l'entreprise et du monde ouvrier, puisqu'on sait que grâce à la sociologie politique, pour le dominer, des formes d'implication politique qui peuvent être parfois plus problématiques que les autres groupes sociaux d'une société.
Et enfin, une dernière question, celle que j'ai intitulée « Une sociologie d'un patronat issu du syndicalisme », puisque le nouveau PDG qui va diriger l'entreprise est l'ancien délégué syndical CGT, avec la question suivante, qui est de savoir quelle est en fait finalement la gestion menée par un ancien syndicaliste de la CGT. Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on a affaire à des formes d'isomorphisme institutionnel? Il va devenir le grand patron, le grand méchant qui va exploiter ses collègues. Alors, on va voir que c'est plus compliqué puisque les autres collègues sont également propriétaires de l'entreprise, etc. Autrement dit, en fait, le livre, il aborde des questions générales un peu sur la sociogenèse et les conditions de réalisation de modes atypiques de gestion d'entreprise en mobilisant à la fois la sociologie du travail et la sociologie politique. Alors, dans le cadre de ce séminaire, j'ai essayé d'adapter un peu mes travaux un peu à la problématique du séminaire, donc en se demandant dans quelle mesure finalement le syndicat constitue-t-il un entrepreneur économique. Je trouve que c'est vraiment la question qui se pose en fait dans ce cas-là. Alors, justement, quelles sont ses origines et ses spécificités? Est-ce que quand on est militant CGT, on peut reprendre des entreprises et comment on les reprend? Deuxième grande question, quels objectifs, excusez-moi, une petite faute, quels objectifs politiques défendent, par exemple, des militants CGT lorsqu'ils prennent le contrôle d'une entreprise? Et enfin, pourquoi font-ils le choix du modèle coopératif et quelle gouvernance met-il en place? Quelle incidence le militantisme CGTiste a-t-il sur ce modèle? Donc, vous voyez, on est vraiment à la croisée de sociologie économique, sur lesquelles je suis quand même le moins à l'aise, de sociologie du travail et de sociologie politique. Donc, pour faire vite, je vais essayer de revenir un peu sur la genèse et les questions que porte ce livre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre qui fait suite en fait à mon travail doctoral, qui déjà s'intéressait en fait à des entreprises récupérées par les salariés. J'ai soutenu une thèse en 2009 qui a été publiée en 2011, donc vous voyez la couverture d'ailleurs, sur l'Argentine. Il y a eu tout un mouvement de reprise d'entreprises en Argentine au début des années 2000 et je suis parti étudier ce phénomène avec l'idée de mettre au jour la formation de dispositions particulières dans les dynamiques de ce phénomène. C'est ce que j'ai essayé de montrer. C'est ce que j'ai appelé l'éthos du zèle, caractérisé par une proximité historique au patron qui explique à la fois les causes de la mobilisation et façonne les formes d'autogestion qui lui succèdent. On pourra y revenir si ça vous intéresse, etc. Donc, ce livre s'inscrit dans une trajectoire personnelle. Il s'inscrit également dans un contexte politique un peu particulier, puisque au tournant des années 2000 et des années 2010, il y a quelques mobilisations. Alors, ça ne vous a peut-être pas marqué, vous, à l'époque, mais au moment des élections présidentielles de 2012, il y a certains groupes de salariés qui se mobilisent pour reprendre leur entreprise, comme les très connus Fralib, très connus en tout cas dans certains milieux. Donc voilà, contexte de crise de 2008, ça nous semble loin, en plus avec le Covid, on a l'impression que c'était un autre siècle, mais et crise de 2008 qui a un peu propulsé certains types de mobilisation. Il y a aussi un mouvement politique qui s'arrête finalement sur ce mouvement social. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment de la campagne présidentielle, le Hollande a soutenu Fralib et Sarkozy avait soutenu My Ferry Link, qui était Cifrance. Donc, chaque candidat défendait son entreprise et sa reprise d'entreprise. Et puis, un mouvement économique, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis un demi-siècle, les coopératives de production sont en pleine expansion, avec, comme vous pouvez le constater depuis le début des années 2000, une forte expansion qu'il faut toutefois relativiser puisqu'on part de très très bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a environ 3500 unités de scope en France qui réunissent 63 000 salariés pour 2020. Comme me le disait un enquêté, on ne remplit même pas le Stade de France avec ça. Donc voilà, on est dans des proportions qui effectivement connaissent une progression très importante, mais qui restent toutefois extrêmement limitées. Et le monde intellectuel, effectivement, également. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les domaines, la gestion des sciences économiques. Thomas, qui est là, et quelqu'un aussi qui porte beaucoup ces questions-là depuis plusieurs années. Le domaine historique, il y a eu des bouquins qui sont sortis sur l'affaire Lip, par exemple, sociologique, etc. Les communs, évidemment, qui s'intéressent aussi à ces formes d'entreprise, etc. Donc, je passe. Alors, il y a eu ce manifeste de travail, évidemment, qui est sorti, c'était cette année, je crois, l'année dernière, qui est pour moi un peu un grand emblème de cet intérêt très très fort prononcé à l'égard de la démocratie au travail. Donc voilà, on assiste vraiment à une mobilisation et un intérêt très très fort autour de ces questions-là, sauf que, à mon sens, me semble-t-il, peu s'intéressent aux dimensions empiriques des pratiques participatives. Comment ça se passe concrètement
dans ces entreprises. Alors justement, Adieu au patronat, et puis un peu les travaux que j'avais fait aussi auparavant, visent à combler ce manque en s'intéressant à certains acteurs de ces initiatives, les syndicalistes. Alors, on pourrait dire que défendre la sauvegarde de l'emploi va de soi pour des représentants du personnel, et c'est souvent le cas, on le voit dans les mobilisations de fermeture d'entreprises, etc. Pourtant, reprendre son entreprise n'est pas du tout intuitif en fait pour des syndicalistes, et ce pour 3 raisons principales. La première, c'est que, on en parlait avec Chavert tout à l'heure, c'est que les syndicalistes, comme la plupart des Français, ne connaissent pas ce modèle. Les gens ne connaissent pas les scopes. Petit à petit, grâce à une politique menée par la CGScope, on commence à en entendre un petit peu plus parler, mais tout simplement, ils ne connaissent pas cette formule. Ensuite, reprendre son entreprise, ça soulève des défis humains, juridiques et financiers monumentaux. Enfin, et tout simplement, c'est que le syndicalisme est extrêmement réticent à l'égard du modèle coopératif pour des raisons historiques, qu'il y a une grosse influence du marxisme qui s'est fortement opposé au modèle coopératif. Donc, quand on leur propose de reprendre leur boîte, devenir le patron, parce que c'est pour eux, c'est le schéma qu'ils ont en tête, c'est assez compliqué. Et réciproquement, il y a une forte aussi réticence de la part du mouvement SCOP à l'égard du syndicalisme. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'y revenir, mais si vous voulez, on pourrait y revenir. Donc, la reprise d'entreprise en SCOP par des syndicalistes constitue, me semble-t-il, une occasion heuristique de discuter des transformations contemporaines du syndicalisme et plus particulièrement celle de la professionnalisation syndicale, qui est un enjeu majeur, en fait, du syndicalisme. La question que je me suis posée, ou que m'a plutôt posé le terrain, parce que je suis vraiment dans une méthode inductive, c'était de savoir qu'est-ce que me dit le terrain, c'est en gros de savoir dans quelle mesure les savoirs acquis au cours des carrières syndicales peuvent-ils constituer des leviers d'action collective qui vont se transformer en action économique pour la reprise de l'entreprise par les salariés. Pour le dire vite, la professionnalisation syndicale peut-elle être un rempart contre les restructurations? Deuxième question, dans quelle mesure le syndicalisme constitue-t-il un terreau de démocratie d'entreprise? On ne va pas refaire le syndicalisme, mais ce n'est pas forcément un terrain propice, et on verra que ça se confirme un peu ici également. À l'inverse, comment le modèle coopératif peut-il transformer les rapports sociaux propres au syndicalisme dans l'entreprise? Donc voilà, il s'agit d'incarner, d'historiciser vraiment un phénomène participatif, notamment en formulant l'hypothèse suivante, que dans un contexte de financiarisation de l'économie, la professionnalisation syndicale constitue une source de résistance salariale, contrairement à ce que d'autres collègues peuvent affirmer en disant que c'est l'origine d'une bureaucratisation, ça éloigne les salariés, etc. Je ne nie pas ça, mais je dis qu'aussi, il faut avoir des gens professionnalisés à un moment donné pour faire face en fait aux tentatives de restructuration ou de liquidation d'une entreprise. Ce faisant, la reprise apparaît moins, quand on étudie un peu ce qui se passe à l'intérieur après la reprise, comme un renouveau démocratique que comme ce que je dirais les habits neufs de la professionnalisation syndicale. On verra pourquoi. On verra toutefois, même si on dit ça, qu'il y a quand même des formes de démocratie ouvrière qui apparaissent, sur lesquelles je reviendrai en toute fin d'épisode. Il faut que j'arrête de regarder Netflix, moi, il faut en toute fin d'exposer. Voilà. Donc, je vous ai parlé de la méthode de recherche, je n'y reviens pas. Je vais tout de suite embrayer donc sur la genèse de cette reprise d'entreprise qui me semble très intéressante parce qu'on a tendance très souvent, c'était le cas de beaucoup de collègues argentins quand je travaillais en Argentine, c'est le cas aussi pas mal dans la littérature internationale de considérer qu'on a affaire à des ruptures, à des formes de politisation qui sont vraiment circonscrites, synchroniques, etc. Et en fait, comme ce que j'avais pu remarquer, ce n'est pas du tout le cas non plus en France. Et on va comprendre en fait en retraçant un peu l'histoire de cette entreprise. Donc l'entreprise en question, alors dans l'article, on m'a demandé d'anonymiser, ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi, mais j'ai fait mon bon élève, donc j'ai anonymisé l'entreprise, mais c'est très facile de reconnaître cette entreprise. D'ailleurs, je ne l'ai pas anonymisé dans le livre, donc voilà, je vous en parle directement. Ne soyez pas surpris. En fait. L'entreprise Hélio-Corbeil, c'est son nom, et donc est une imprimerie spécialisée dans la technique de l'héliogravure et qui est située donc à Corbeil-Essonnes, en région parisienne. Alors, je vous le fais très vite, l'héliogravure, c'est un procédé d'impression en creux réalisé à partir de transferts d'images gravés sur des cylindres de cuivre. Et cette technique permet en fait de faire des très très gros tirages, comme je vous le disais tout à l'heure. Ils publient des magazines de télévision à l'époque, parce que du coup l'usine a fermé, ils en faisaient 10 millions par semaine. Donc voilà, des très très gros volumes. Alors là, je passe, je suis désolé, c'est juste un peu pour illustrer, pour voir un peu les infrastructures qui sont extrêmement imposantes. Alors,
Cette usine, elle possède toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle en sociologie du travail des forteresses ouvrières. C'est une usine bicentenaire qui naît dans les soubresauts de la Révolution française, qui va devenir un patrimoine de la ville de Corbeil-Essonnes. Elle est située en plein cœur de la ville. Le boulevard sur lequel se situe cette entreprise porte le nom du fondateur de cette entreprise. Donc, vous voyez bien que c'est une usine très importante sur le territoire. Une usine familiale également, puisque tous les salariés qui vont passer par cette entreprise vont, plusieurs générations, de Corbeil-Essonnes vont travailler dans cette entreprise. Le recrutement se fait très souvent via un proche de sa famille ou par le centre de formation. C'est une usine également très prestigieuse jusqu'aux années 2000, en particulier dans les années 90. Ils profitent d'un parc industriel de pointe, de nombreux investissements, de travaux de qualité. Ils étaient très fiers, par exemple, de publier Paris Match. Alors, je ne vous parle pas du contenu, je vous parle de l'impression véritablement. C'est des techniques d'impression qui sont extrêmement complexes. Et donc, voilà, c'était vraiment un très, très grand prestige. Donc, un sentiment d'appartenance qui est très, très fort et qui provient de cette époque-là. Alors, il y a quand même des conditions de travail éprouvantes. C'est du travail posté. Ils sont exposés au toluène, qui est un hydrocarbure qui permet de nettoyer les machines, qui est extrêmement toxique, la poussière, le bruit, etc., mais qui sont cependant compensés par des salaires attractifs, puisque le poste le moins qualifié avoisine les 2 000 € net. Voilà. Donc, mais travailler à Hélios-Corbet, ça suppose surtout entrer dans un groupe ouvrier caractérisé par la puissance de la CGT. Je passe les détails parce que j'ai vraiment pas envie de trop traîner, mais c'est un syndicat extrêmement puissant d'un point de vue électoral, y compris dans le collège des cadres, ce qui est quand même à noter, et surtout de ce que je retrouve dans les archives comme dans les témoignages, c'est qu'il y a vraiment une très forte combativité sur les rotatives, une défiance ordinaire, beaucoup de grèves, des grèves très très courtes, mais très très puissantes, et en fait avec le sentiment que c'était un peu les salariés qui déjà dirigeaient un peu l'entreprise. Alors, les salariés vont s'appuyer d'ailleurs sur un petit groupe d'élus syndicaux très professionnalisés, très très tôt. Moi, je suis remonté jusqu'aux années 80 pour couvrir en fait les gens sur lesquels on s'aperçoit en fait que ces syndicalistes ont des positions sociales dominantes au sein de l'entreprise. Par exemple, le secrétaire de CE va être un haut cadre de l'entreprise, qui va également être un haut cadre de la fédération à laquelle appartient le syndicat. On s'aperçoit qu'ils ont un fort capital technique et politique pour porter leurs revendications. Donc, l'idée en fait de ce que je veux vous dire, c'est que de façon très ancienne, en fait, ces syndicalistes sont des syndicalistes qui vont intervenir, pour reprendre les termes de Jean Loskin, dans la gestion économique. Par exemple, alors là, on n'aura pas le temps de le lire, j'ai retrouvé cet archive qui date de 91, dans lequel le syndicat s'adresse en fait pas au patron, au directeur de l'entreprise, mais au patron de la multinationale à laquelle ils appartiennent, pour lui expliquer qu'ils se gourrent complètement sur les achats qu'ils venaient de faire en fait au sein du groupe. Donc vous voyez, il y a vraiment une culture très très forte qui s'installe. Sauf qu'à partir des années 70, l'entreprise connaît des difficultés récurrentes dues à la très forte concurrence du secteur graphique. Et ça se traduit dès la fin des années 90 par le retrait du groupe qui détenait l'usine, Hachette, le leader mondial, et ensuite de ses successeurs, Québecor et HHBC, qui vont complètement abandonner la politique d'investissement, qui est une politique essentielle pour le développement de ce secteur graphique, au profit de ce qu'on va observer d'ailleurs partout ailleurs, de logique de gain de compétitivité avec la réduction des salaires, des emplois et des investissements. Donc, ça se traduit par 3 plans sociaux, 2001, 2006, 2008. Là, on voit bien la chute à partir de 2001, le retrait en fait d'Hachette et ensuite la dégringolade en termes d'emploi. Alors, pour faire face à cette nouvelle situation, les délégués CGT décident dans un premier temps de faire des grèves, ce qu'ils savent bien faire, puis s'aperçoivent très très vite que ça ne marche plus. Donc, ils se décident à organiser autre chose, et cette autre chose, c'est un projet industriel. Très très tôt, en fait, ils se disent, il faut qu'on contre-attaque, il faut qu'on ait un plan B, et pas simplement qu'on s'oppose à la logique du patron. Donc, c'est le projet industriel, une contre-proposition argumentée qui va être validée par le cabinet d'experts comptables du comité d'entreprise, et à chaque plan social, ils ne vont pas simplement lutter contre la suppression de postes, mais avancer leur projet industriel qui passe par une nouvelle rotative, un centre de formation, etc. Ils vont parvenir à fixer une feuille de route appelant la constitution d'un comité de pilotage qui va intégrer la direction de l'entreprise, des délégués syndicaux et surtout les pouvoirs publics. Alors, je vous passe certains détails. Ils vont beaucoup se mobiliser sur la ville, vous allez comprendre pourquoi. Mais ce que l'on observe en fait pendant cette période-là, c'est que les patrons disent on n'a plus de contrat, on ne peut plus rien faire, etc. Sauf que les syndicalistes vont obtenir les contrats en lieu et en place de la direction. Donc ça, on s'aperçoit qu'en fait, une espèce de substitution finalement
des syndicalistes au rôle de gestionnaire qui déjà s'effectuent pendant ces mobilisations. Donc, ils montrent non seulement leur capacité à proposer des solutions de pérennisation de l'activité, mais surtout obtiennent des commandes là où le patronat n'y parvenait pas. Pour ça, ils bénéficient d'une configuration locale singulière, puisqu'à Corbeil-Essonnes, ça ne nous aura pas échappé, pendant très longtemps, le maire de Corbeil-Essonnes est Serge Dassault. Serge Dassault, donc l'inénarrable Serge Dassault, qui va être très vite interpellé, tout simplement parce que, comme je vous l'ai montré sur ce petit schéma, l'entreprise se situe à 4 minutes à pied de la mairie de Corbeil. Donc, c'est extrêmement simple de partir du local du comité d'entreprise où il y a toutes les banderoles, etc., où on organise toutes les mobilisations, pour aller casser les pieds à la mairie. On est à 5 minutes de la gare RER, on est à 10 minutes à pied de l'autoroute, donc ils bénéficient d'un territoire de mobilisation tout à fait favorable. Sauf que Serge Dassault, en fait, quand ils vont aller le voir, ils vont dire oui, les gars, je suis avec vous. Et parce que, j'ai oublié un détail important, c'est pas simplement qu'il est le maire de Corbeil-Essonnes, il est aussi le principal client de l'entreprise. Donc, ce qui fait qu'il est coincé, Serge Dassault. Parce que généralement, les élus disent écoutez, c'est la loi du marché, je ne peux rien faire. Et là, non, la loi du marché, c'est un peu compliqué d'échapper à ça. Donc, il va être favorable pour des raisons. Alors, j'ai essayé de rencontrer Serge Dassault, ça a été impossible, mais pour des raisons qui s'expliquent, pour des raisons électoralistes, pour des raisons peut-être aussi, je ne sais pas. En tout cas, il accepte de maintenir ses commandes auprès de l'entreprise à la demande de la CGT, et ça va permettre d'offrir des sursis à l'entreprise pendant plusieurs plans sociaux jusqu'en février 2011, où là, le groupe qui détenait en fait l'entreprise décide d'abandonner donc l'entreprise. Et alors, je vous passe aussi les détails, mais l'un des leaders de la CGT de l'entreprise va découvrir le modèle Scope grâce à l'organe de presse de la CGT via une reprise qu'il y a eu dans la Drôme, et se dit mais Scope plus projet d'entreprise plus projet industriel, et c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Donc, ils vont mener une bataille très forte en quelques mois pour reprendre leur entreprise, toujours, mais ils avaient finalement dans leur répertoire d'action collective déjà tout ce qu'il fallait pour reprendre leur entreprise. Ils avaient les contacts auprès de Dassault, ils avaient déjà toutes les compétences techniques et les compétences, on va dire, gestionnaires pour reprendre leur entreprise, et c'est ça qui va leur permettre finalement très vite de pouvoir reprendre leur entreprise. Donc, ils deviennent propriétaires de leur entreprise le 7 février 2012. Ils sont 80 à devenir sociétaires de leur entreprise. Voilà, donc ça, les résultats qu'on peut tirer de cette première histoire, si je puis dire, c'est que la gestion constitue un mode d'action ancien pour les syndicalistes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et la professionnalisation syndicale, j'ai essayé de vous le démontrer en quelques minutes, peut constituer une source importante d'initiatives originales, notamment en matière économique et gestionnaire. Et pour aller très très vite, en fait, en quelques minutes, je vais essayer de vous parler en fait de ce qu'ils vont essayer de mettre en place comme organisation du travail à la suite de la reprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un contexte particulier. C'est qu'ils reprennent leur entreprise en seulement 6 mois. C'est très très court pour avoir les moyens, on va dire, culturels, si je puis dire, un passage d'une société verticale à une société, on va dire, plus participative. Pour avoir un cadre des références, Fralib, c'est en 3 ans qu'ils reprennent l'entreprise. Donc, ils ont largement le temps de réfléchir à un nouveau modèle d'organisation, etc. Et cette période très, très courte, en fait, a des effets sur la mise en place de la participation. Il n'y a pas d'élection. C'est le groupe de CGTistes qui va décider du nouveau conseil d'administration et du nouveau PDG. D'accord ? Et pendant 1 an, pendant toute la période en fait, à laquelle j'assiste à la production, il n'y a pas de formation coopérative. Et ça donne la place en fait à des interprétations, on va dire, indigènes de ce que doit être la démocratie participative, avec une reproduction, on va dire, du modèle syndical en 2 branches. C'est-à-dire que c'était une même pièce avec 2 faces, et cette pièce, en fait, les 2 faces de cette pièce vont se dissocier après la reprise de l'entreprise, avec d'un côté une direction qui va défendre une interprétation de la participation qui va passer par la sensibilisation de l'ensemble des salariés aux causes financières de l'entreprise, et de l'autre, une base qui va considérer que la participation, c'est une extension du droit syndical. D'accord ? Donc, d'un côté, la professionnalisation syndicale telle que je vous l'exposais tout à l'heure, et puis de l'autre, on va dire les formes traditionnelles du syndicalisme, avec une amélioration des conditions de travail et surtout une amélioration des conditions de rémunération, puisqu'ils se disent maintenant que la part travail,
on va pouvoir récupérer l'argent qu'on a perdu au cours des différents plans sociaux. Vous imaginez bien que tout ça va avoir des gros effets, des grosses tensions en interne. Et juste pour finir, ça va créer donc des dissensions très importantes et des dialogues de sourds très importants. Donc, on pourrait se dire, juste pour finir en quelques mots, que finalement, il y a une direction qui s'instaure avec une base en fait, classique d'entreprise, mais c'est un petit peu que ça, et ça, c'est lié justement à l'histoire cégétiste de l'entreprise, c'est qu'au moment de la composition de l'entreprise, ils décident de mettre plein de gens de la production dans le conseil d'administration. Et ça a des effets très, très forts, puisque les gens du conseil d'administration continuent de travailler dans les ateliers, sont en contact avec leurs équipes, sont soumis aux critiques de leurs collègues de travail, non seulement sont soumis à leurs critiques, mais aussi sont sensibles, puisqu'ils partent des mêmes conditions de travail, des choses assez logiques finalement. Et ça va conduire à quoi? Ça va conduire au fait que, et ce sera mon dernier mot, que j'ai pu assister au conseil d'administration, il y a une autocensure extrêmement forte finalement des membres du conseil d'administration dans une perspective d'anticipation des réactions de leurs collègues. Donc à chaque fois, ils vont se dire, oh là là, si on fait ça, ça va être problématique dans mon atelier, etc. Et ce qui fait qu'il y a une forme de contrôle ouvrier indirect, mais extrêmement puissant qui s'instaure et qui va en fait simplement être une espèce de mécanisme, mais complètement informel, c'est pas du tout pensé, c'est ça qui est intéressant. Et ça, parce que à côté de ça, l'Assemblée générale, il y a des choses assez classiques qu'on observe en sociologie, la participation. Très peu de personnes, surtout les gens les moins dotés en capital culturel, en capital scolaire, participent en Assemblée générale. Là, c'est tous des ouvriers, il n'y a personne qui ouvre la bouche. Donc, on pourrait dire qu'il n'y a pas de participation, et en fait, c'est par d'autres canaux que passe la participation. Et je terminerai là-dessus. Et je suis vraiment navré si j'ai vraiment beaucoup trop débordé. Je vous remercie. Merci. On laisse la parole à Thomas. Oui. Si tu veux les diapos, Maxime. Je vais arrêter voilà, ici. Et normalement, Thomas, tu dois avoir la main pour partager ton diapo. Je vais prendre. D'abord, je vous remercie beaucoup. C'est très intéressant. Je suis content d'être parmi vous. Enfin, pas vraiment parmi vous d'ailleurs, mais d'ailleurs, je m'excuse de ne pas être venu. J'avais évoqué de venir et puis, bon, voilà. Je n'ai pas pu. Je vais dire des choses en 3 temps. Je vais faire une remarque sur chacun des 2 papiers, puis après, je vais essayer de garder un peu de temps pour faire une petite perspective un peu générale. Bien, si ça vous va. Tout ça en une vingtaine de minutes, si j'ai bien compris. OK, donc le premier papier, Intercopulation, sur le cas de Fagor. Donc, je ferai peut-être un petit peu un charabia en mettant de temps en temps une phrase en anglais pour nos collègues qui parlent plus l'espagnol que le français, mais je peux pas le faire en espagnol. Alors, la première chose que ça m'a inspiré, c'est que ça m'a fait penser à ça commence bien, un bouquin régulationniste. Bon, certains d'entre vous savent que je me réfère à la théorie de la régulation, qui s'appelle La monnaie dévoilée par ces crises. Et Money Revealed by Crisis. Et ce que nous dit Josu et Emmanuel, c'est, d'un certain point de vue, c'est Intercooperation Revealed by Crisis. Et ça, c'est toujours une démarche qui, méthodologiquement, est intéressante. Donc, c'est The Effect of Crisis on Intercooperation or in Cooperation. Ça, c'est un premier point. Du point de vue méthodologique, ce que la crise révèle. Le second point, c'est autour de la question de la résilience. About resilience. So, ça ne sert à rien de le traduire en anglais. Et c'est une question qui est assez délicate sur ce qu'est la résilience du modèle coopératif. Parce que précisément, un des aspects de l'adaptation, c'est la façon dont la coopérative va se plier à une dynamique d'accumulation capitaliste. Et donc, un des points qui est intéressant, c'est de savoir à quel moment l'organisation coopérative est un bon instrument pour les salariés parce qu'il s'adapte, il est résilient, et à quel moment, en fait, c'est un bon instrument pour faire accepter une dynamique néolibérale ou financiarisée. Et donc, c'est là un des éléments de l'ambivalence qui me semble un point très important
en particulier quand on est sur un modèle de flexibilisation des salaires. D'où des éléments plus critiques que je ne partage pas, mais qui apparaissent quand on voit ce type d'expérience, non pas l'article lui-même, mais l'expérience, c'est est-ce que dans certains cas, la coopérative va être le moyen de faire accepter la contrainte. Et ce point-là, je pourrais le reprendre pour la discussion à propos du texte de Maxime Tijoux d'ailleurs. C'est un point qui reste important, où on a vu aussi dans Fralib, qui ne réduit pas l'ensemble de la démarche. Et de ce fait, mais dans les deux cas là aussi, dans les deux papiers, je veux dire, il y a une forme d'intériorisation par les travailleurs qui deviennent directeurs, qui deviennent cadres, une intériorisation des contraintes de marché, des contraintes capitalistes. Et du coup, ce mécanisme-là est quelque chose de très intéressant sur les processus. Alors, des fois, on dit que c'est une forme d'isomorphisme, mais on pourrait dire que c'est de l'isomorphisme, mais voilà, c'est quand même un point qui me semble vraiment tout à fait intéressant sur ces ambivalences, sur les formes de réalisme. Troisième point que je trouve intéressant, c'est les formes de hiérarchisation qu'induit, dans le cas Fagor, qu'induit la crise. Et là, j'ai une vraie question pour les auteurs, c'est est-ce que c'est vraiment de l'intercoopération? Is there intercooperation or is there some form of domination inside something like a global value chain, or maybe not very global, but a value chain? And it is not like a cooperation or intercooperation, it's something like a process of domination from the cooperative to the other member. Du coup, le point central ici, c'est qu'est-ce qu'on appelle intercoopération, et ce n'est pas vraiment défini, je crois, dans l'article. Peut-être que je l'ai lu trop rapidement. Qu'appelez-vous intercoopération par rapport à ce qu'on appelle coopération? L'intercoopération, c'est le septième élément dans les accords de l'Alliance coopérative internationale depuis 1895. Donc, c'est un des éléments essentiels dans les principes coopératifs. Et tous ceux qui s'intéressent au monde coopératif savent très bien que c'est un de ceux qui est le plus faible. On a une très grande difficulté à faire vivre cette intercoopération. Donc là, on a intercoopération au sein d'un groupe. Ce n'est pas vraiment la même chose qu'intercoopération au sein d'un espace coopératif plus global. J'aimerais savoir s'ils ont des choses à nous dire là-dessus, parce que je pense que c'est un point majeur, y compris pour penser le rôle des coopératives comme résilience dans la crise du capitalisme. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des éléments d'alliance? Bon, l'alliance coopérative, ça a 140 ans, 195, 125 ans. Donc ça, c'est vraiment la question principale à propos de l'intercoopération. Et la deuxième, qui est assez peu évoquée, en fait, c'est la dimension territoriale. Bon, bien sûr, c'est évoqué, je ne peux pas faire comme si ce n'était pas évoqué. Et du coup, ce qu'on ne dit pas tellement, c'est qu'il y a un caractère en fait un peu idiosyncrasique du cas étudié. Bon, j'ai presque envie de dire la même chose à Maxime, mais je le dirai différemment tout à l'heure. Il y a une forme d'idiosyncrasie, c'est-à-dire qu'on a un cas extrêmement particulier avec Mondragon. Je ne crois pas qu'il y ait d'éléments vraiment comparables ailleurs dans le monde, mais peut-être que les auteurs me le diront, ou Javier qui connaît bien le sujet, ou d'autres. Parce qu'on est dans un modèle organisationnel qui est vraiment embedded. Enfin, là, on est vraiment dans l'encastrement polanien de la coopérative, dans le tissu local, dans son organisation, dans un réseau coopératif. Peut-être les coopératives catalanes ont quelque chose de relativement proche, mais beaucoup moins encastré, c'est-à-dire à la limite laissant peu de liberté à l'individu au sein de ce mouvement coopératif. Donc, il y a quelque chose d'assez ambivalent et qui est très marqué territorialement. Et dans la crise, c'est une hiérarchisation contre les territoires qui ne sont pas les territoires d'origine. Et donc, la dimension intercoopérative se traduit par autre chose que de la coopération, mais par un report de la contrainte. Voilà. Donc, il y a deux grandes questions, je crois. Enfin, il y en a plein d'autres. Voilà, c'est ça. Et puis, d'un certain point de vue, j'aimerais bien savoir si le choix de la flexibilité est un choix qui est partagé, un choix qui est imposé
quel processus délibératif, quelle forme de choix imposés. C'est toute la thématique de la survie. C'est une thématique qui est très présente dans le champ coopératif. Et d'ailleurs, dans le cas Elio-Corbeil, on va le revoir aussi, on a très souvent une tension entre des moments de vouloir changer le monde, etc. Mais très souvent, c'est vraiment s'adapter, maintenir l'outil de production pour pouvoir maintenir le revenu. Maxime le sait très bien, parce que c'est un point qui est très, très présent dans les entreprises récupérées en Argentine. Alors, je ne vais pas pouvoir lire les commentaires en même temps. Imanol, je les lirai juste après. Du coup, est-ce que le choix est vraiment partagé? Voilà, je crois qu'il y a vraiment un rôle un peu singulier de Fagor dans une logique peut-être de variable d'ajustement externe qui a une forme ambivalente assez, me semble-t-il, de ce que j'en ai compris, mais je ne suis pas du tout un grand connaisseur de Mondragon, donc j'étais content de lire l'article d'ailleurs. Voilà. Est-ce que ça joue? Et je reviendrai tout à l'heure sur un autre point, c'est sur la nature du dialogue syndical, du dialogue social coopératif, mais je le dirai après parce que j'ai pas mal de choses à dire qui sont dans les deux papiers. Voilà, donc si je veux réussir à avoir 3 temps de taille identiques, je vais m'arrêter là. Alors, j'avais noté quelques petites choses, je crois que j'ai après tout dit. Sur la deuxième intervention, sur Elio-Corbeil, ah oui, tentative d'anonymation assez délicate. Bref, donc j'ai bien aimé les 2 papiers. Hein. Bon, j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant de me pencher dessus. Ce qui est bien, c'est que j'avais à les lire pour aujourd'hui, donc du coup, j'ai lu des articles plutôt que de faire de l'administration. Bref, il y a plusieurs points qui me semblent intéressants. Alors, il y a un point de fond qui est autour quelque chose qui est un peu idiosyncrasique aussi dans ce cas-là, mais qui n'est pas que chez Elio-Corbeil, parce que Fralib, comme tu l'as évoqué, a des points communs, mais on en a quand même, par l'histoire, un certain nombre d'autres. C'est une mobilisation syndicale. Ce n'est pas un cas très général, tu l'as évoqué, en France, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est vrai que quand ce sont des récupérés, souvent, il y a un poids syndical, mais dans le mouvement SCOP, ce n'est pas si souvent que ça qu'il y a un gros poids syndical. Donc, c'est un cas un peu particulier, mais du coup, tout à fait intéressant. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous présentes, c'est que ça remet au goût du jour et ça calme la vieille et un peu perverse controverse entre Marx et Proudhon. Parce que d'un certain point de vue, le moment où il y a une scission forte, absolument essentielle dans le mouvement ouvrier, c'est en partie, pas seulement là-dessus, je ne refais pas toute cette histoire, mais en partie sur cette question-là. Et c'est vrai que la façon dont s'exprime la controverse Marx-Proudhon, avec Proudhon plutôt aux côtés de l'autogestion et il faut mettre en avant d'abord l'autonomie des travailleurs dans la fabrique et la position marxiste qui finalement s'impose après plusieurs éléments d'aller-retour, hein, en défaveur de cette stratégie-là. Il y a des mots assez durs de Marx contre les coopératives, il y en a aussi assez favorables, hein, je ne fais pas l'exégèse. Mais il y a un élément de tension qu'on retrouve très présent en France, c'est très très présent dans d'autres pays aussi, sur une forme de coupure et de distance entre ces 2 composantes du mouvement social, que sont le mouvement coopératif et le syndicalisme. Et du coup, dans ces situations-là, on a des dynamiques qui étaient distinctes et qui renouent, et c'est particulièrement réjouissant dans des perspectives d'évolution du mouvement social, peut-être même de convergence des luttes, de dépassement d'un certain nombre. Mais ce n'est pas du tout aisé, ce n'est pas de la tarte. C'est pas de la tarte, c'est une petite blague. C'est un petit bouquin, je ne sais pas si vous l'avez lu, dans les années 70, qui s'appelle L'autogestion, c'est pas de la tarte de Mermoz. C'est le premier livre que j'ai lu sur les coopératives quand j'étais étudiant. C'est pour ça que je le cite de temps en temps. Bref. Donc, cette vieille tension Marx-Proudhon revient. Et en fait, moi, ce que je vois dans le champ dans lequel je travaille, plutôt sur des coopératives d'activité et d'emploi, coopératives particulières dans lesquelles les personnes qui travaillent sont des travailleurs indépendants. Je ne développe pas parce que c'est un tout petit peu compliqué, mais ceux qui connaissent, on voit bien ce que c'est. Ce sont des coopératives assez particulières. Et bien, dans ces coopératives, la tension, d'un certain point de vue, Marx-Proudhon revient régulièrement. Et ce qu'on trouve dans des conseils d'administration,
par exemple à Smart Belgique, qui est une grande coopérative qui réunit quasiment 50 000 travailleurs indépendants. En fait, ce sont des artistes qui passent par la coopérative pour gérer quelque chose qui ressemble un peu au régime des intermittents en France. C'est un modèle super intéressant à regarder. Eh bien, le dialogue social coopératif est extrêmement compliqué parce que la direction met en avant un projet politique et les représentants des salariés, certains représentants des salariés ont une position syndicale et la direction vous partagez ce projet politique parce que c'est un qui est fortement attaqué, y compris par les pouvoirs publics. Et puis par plein d'éléments d'adversité de marché. On ne dit pas un régime d'intermittent qui n'est pas public pendant la crise du Covid, la difficulté. Bref, et bien à ce moment-là, la question centrale, c'est la nature du dialogue social coopératif. Et du coup, je trouve ça intéressant ce qu'évoque Maxime sur un autre point qui est sur la façon dont se fait ce dialogue social, qui est porté par des acteurs qui sont issus du syndicat. Et donc là, il y a un vrai sujet intéressant sur la discussion de la nature du dialogue social coopératif dans des coopératives. C'est un peu, du coup, c'est un peu tautologique ce que je dis. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point qui est très intéressant. Un autre point que je trouve très intéressant, c'est toute la thématique de la nécessité, de la survie. Hein, je l'ai déjà évoqué à propos de Mondragon, de Fagor. Hein, mais il y a un moment, on est dans une forme de lutte syndicale, mais on n'est plus sur du projet politique, on n'est pas sur des grandes idées, on est sur il faut y aller. Et ça, c'est vrai que c'est ce moment où la relation à l'entreprise est révélée par cette crise-là est un élément qui est vraiment, je crois, le régime de la nécessité est vraiment passionnant. Et puis, il y a deux petits points que je voulais évoquer. Ensuite, c'est ce que, bon, il faut voir que ce dont tu nous parles en nous disant que c'est marginal, il faut rappeler, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, c'est que dans la loi de 2014 d'Hamon, il y avait l'idée de renforcer très nettement la reprise des entreprises en coopérative, de donner le primat ou la primeur aux travailleurs, et ça a été complètement détruit par le processus, par les conditions d'adaptation de la loi, les décrets d'application. Et donc, ça a été vidé de sa substance parce que mis avec des délais très courts, des conditions très réduites, et ce principe originel qu'il y a dans la loi Hamon a été en partie dénaturé. Bon, c'est arrivé au précédent gouvernement d'avoir cette démarche-là. Donc ça, c'est un point qui est important parce que du coup, la reprise en scope, c'est jalonné de grandes difficultés. Le processus réglementaire de la loi Hamon, qui est quand même une loi assez importante, n'a pas abouti. Bon, on sait que c'est parce qu'ils ont voulu donner la primeur aux entreprises d'économie sociale, enfin au social business, mais bon, voilà. Bref. Le dernier point que je voulais évoquer, non, l'avant-dernier point, c'est on a un cas qui est très particulier parce que l'imprimerie, c'est quand même un domaine dans lequel il y a beaucoup de scope. C'est des ouvriers très qualifiés. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est compliqué de sortir de la logique de monographie. Parce que souvent, dans l'économie sociale, si vous lisez l'ARECMA depuis 30 ans, vous voyez, il y a quand même beaucoup de monographies. Et on a un peu du mal à avoir une réflexion théorique plus solide. Et puis, quand quelqu'un fait une théorie générale de l'économie sociale, on dit « Oh là là, mais ça part dans tous les sens ». Donc, c'est un truc vraiment difficile. Donc là, on a un cas qui est assez particulier, notamment lié au niveau de qualification. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et c'est vrai que dans les cultures ouvrières, on a un point spécifique sur les... Je voulais montrer une petite photo d'une imprimerie que j'ai prise à Buenos Aires pour montrer la différence de l'outil de travail dans les récupérés, mais je pense que ça, en tout cas, Maxime connaît bien. Le dernier point, c'était pour signaler qu'avec la manufacture coopérative, qui est une coopérative de recherche-action dont je suis un des membres, nous avons lancé cette année un chantier sur les transmissions. Alors, transmission au sens comment on change de direction, comment on fait évoluer le projet quand il y a des dirigeants qui partent et des dirigeants qui doivent arriver, le maintien de l'activité, le maintien de l'esprit, le passage de témoins, les anciens qui ne veulent pas partir, etc. Et c'est un sujet qui éventuellement pourrait vous intéresser et si à l'occasion, voilà. Voilà, donc ça, c'était des remarques sur les deux sujets. Et puis maintenant, ce que je voudrais dire, c'est un petit point, une espèce de clé de lecture que je vous propose. J'avais pris quelques notes ici, voilà, sur la façon dont
moi, je regarde, j'ai lu ces articles. J'ai fait un papier l'année dernière dans la RECMA, je pourrais vous mettre le lien tout à l'heure, qui est sur des espaces mésocritiques. Je travaille sur la question méso, plusieurs d'entre vous le savent. Ce n'est pas complètement étranger à des problématiques à Bordeaux, hein, bien sûr. Andy, Chabière, etc. Travaillent dans cette démarche-là, en fait, de façon assez proche, même si de temps en temps le vocabulaire varie. Et ce que je voudrais vous dire, c'est un peu ce que je dirais tac, je vais faire ça, en m'appuyant sur des diapos que nous avions présentés avec Nadine Richesse-Battesti. Il y a quelques... vous voyez le... Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Vous voyez ma diapo? C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est des diapos qu'on a faites avec Nadine Richesse-Battesti. Je ne vous montre pas, je ne vais pas tout vous présenter parce qu'en plus, c'est toujours un petit peu compliqué et puis ça me prendrait 1 heure, etc. Ce n'est pas le but. Mais on a essayé de faire une petite matrice qui est inspirée du bouquin de Boyer et Freycinet, que certains d'entre vous connaissent bien, j'imagine, et d'autres pas, qui est sur les modèles productifs. Bon, c'est quelque chose qui permet de discuter entre éco, Sciences Po, sociaux. C'est le travail de Boyer et Freycinet que, personnellement, je trouve très intéressant et qui n'a pas du tout été le plus lu de tous les articles de Robert Boyer. Et du coup, on a repris un élément de la matrice. Alors, du coup, en projetant, j'ai plus l'heure, donc éventuellement, tu me fais signe, Chabia. Je crois qu'il me reste genre 4 minutes. Du coup, l'idée, c'est de voir les modalités de l'interaction, d'une forme de rapport dialectique entre la dimension politique ou institutionnelle que vous avez sur le côté gauche et la dynamique productive, le projet économique. Bon, là, c'est des diapos qui sont en anglais parce qu'on les a présentés en anglais, mais du coup, ça permettra un tout petit peu à Josu de suivre, parce que du coup, j'ai complètement abandonné l'anglais. Hop, attendez, excusez-moi, paf. Hop, voilà. Du coup, une forme d'interaction. Voilà. Et alors, bon, l'idée, ce n'est pas de savoir si… Alors, on peut poser la question, est-ce que les choses sont principalement politiques, principalement économiques, les primats, quel est l'œuf, quelle est la poule? C'est une vraie question, mais celle-là, je ne vais pas la traiter. Bon, je ne vais surtout pas y répondre, mais même pas la traiter. C'est que, du coup, ce qui nous intéresse, c'est le rapport dialectique entre la dimension productive. De temps en temps, il y a des choses dans lesquelles ces projets économiques, soit par rapport au travail, par rapport à la nature du processus d'accumulation, par rapport aux logiques d'ancrage territorial, qui engendre et requiert une forme de compromis. Et donc, pour nous, le compromis, il a une échelle qui est méso. Alors après, on peut discuter des différents périmètres du méso. Hein. Je suis d'accord qu'il peut y avoir un flou sur les éléments méso, presque par définition, puisque le micro et l'individu et le macro, c'est le national, en règle générale, agrégé. Donc, on aurait plein de niveaux méso. Et d'un certain point de vue, les grandes entreprises ne sont pas des niveaux micro. Ça n'a absolument aucun sens, ni économique, ni philosophique. Voilà, donc on peut l'avoir à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'un groupe d'organisations. Et d'ailleurs, c'est toute la difficulté de bien définir les périmètres de ce sur quoi on porte notre regard. Bien. Et du coup, il suppose un compromis. Et vous pouvez le prendre à l'échelle d'Hélios-Corbeil ou à l'échelle de l'ensemble des sites, par exemple, en France, qui pourraient former un sous-espace méso. Et donc, besoin de dispositifs institutionnels qui portent un projet, qui portent un corps de règles pour former, qu'il y ait des règles formelles, mais surtout des règles en acte. Rule in act, c'est le terme d'Ostrom, hein, sur qui est membre, sur la gouvernance, donc sur ces éléments de règles et sur le processus qui les fait vivre. C'est pour ça que c'est très utile après d'avoir des travaux détaillés, comme par exemple celui que nous présentait Maxime sur la sociologie politique de l'organisation et les rapports de force. Donc, et puis, ce political project, ces dispositifs institutionnels, il permet, il stabilise des dynamiques productives. Donc là, il y a un rapport dialectique qui me semble intéressant. Et moi, à chaque fois que je regarde des études de cas, j'essaie de me dire est-ce que la façon dont je comprends le canevas, il fonctionne, et je trouvais que c'était assez parlant, y compris sur la question de la flexibilité pour Fagor. Et la tension entre les deux et l'endroit où il y a des crises, est-ce que c'est une crise sur le côté modèle productif ou sur les règles? Voilà. Et puis, hop là, il y a un petit truc. Je crois que j'ai fait une petite animation. Excusez-moi, non, j'ai fait une petite animation, mais du coup, je l'ai raté. Donc, on a 4 grands compromis interdépendants, un compromis de gouvernance,
Voilà, qui peut être lui attaqué ou pas, donc à regarder spécifiquement. Donc là, il faudrait rentrer en détail. Le management patient, je ne sais pas si la traduction est très bonne, c'est voilà comment se fait le management lent de construction de l'unité. Le point extrêmement important qui a été évoqué brièvement par Maxime, qui a présenté le statut sur la double characteristics, le double statut des capital travail. On est en même temps propriétaire et utilisateur, et sur l'ancrage territorial. Donc, il y a une forme de personne. Et sur ça, parce que je n'étais pas été invité à présenter un papier en entier, donc voilà, je présente juste ça, c'est que du coup, on a 4 grands types de risques. Le risque de gouvernance technocratique, on a ça dans plein de coopératives. La reprise en main pour faire face à la commande publique, pour faire face au marché. Et là, chez Mondragon, on a l'impression qu'il y a des moments où, enfin pas chez Mondragon, excusez-moi, chez Fagor, on a l'impression que ce qui intervient, c'est la prise en main et l'obligation de faire face et du coup une forme de coupure entre les éléments de la gouvernance. La question du court terme, vous l'avez évoqué, l'un et l'autre, c'est une forme de domination par le marché. Donc ça, c'est des éléments qui nous disent ben oui, l'espace mésocritique, il est quand même faible parce qu'il est attaqué par des processus de crise qui sont inhérents au capitalisme. Et pourtant, ces organisations cherchent à développer un espace critique. Alors, espace critique, ça ne veut pas dire qu'elles font de la critique politique, ça veut dire qu'elles cherchent à faire autrement. Elles cherchent à faire vivre une forme de pluralisme dans les formes d'action. Elles cherchent à penser à l'émancipation du sujet. Voilà, il y a un certain nombre d'autres valeurs qui sont en permanence mobilisées, mais qui sont dans une forme d'adversité. Bon, après, il y a le risque d'aristocratie. Et puis alors là, le dernier, il est typique dans le cas du premier papier sur Fagor, c'est territorial des embeddedness. Vous voyez, j'ai repris les diapos qu'on a écrites il y a 4 ans et on est en train d'écrire le papier parce qu'on tarde, comme ça peut arriver. Mais ça me donne, je trouve que ça correspond à des tensions qui s'expriment dans le champ coopératif. Et là, j'ai pas... vous êtes là, je peux arrêter maintenant. Bon, je ne vais pas tout présenter ici, peut-être que je peux m'arrêter sur ce dernier-là. Il y a toute une série de questions de débat sur le processus d'institutionnalisation et puis les driving forces. Bref, si je vous raconte tout ça, c'est pour mettre en question aussi le papier que j'ai écrit moi, l'année dernière sur la dynamique critique, parce que je pense que fondamentalement, il y a une dynamique critique qui est très forte, mais qu'elle est soumise à des éléments à la façon dont l'espace, ce que j'appelle l'espace méso, s'insère dans l'espace macro, c'est-à-dire la contrainte exercée par le rapport salarial, la contrainte de la concurrence, et qu'on a ces interactions. Je trouve que de réfléchir à la dimension dialectique est très utile. Et moi, ces 2 papiers m'ont beaucoup inspiré là-dessus. Et je m'arrête. Merci Thomas pour cette discussion tout à fait intéressante. Je propose qu'on laisse la parole d'abord dans un premier temps aux auteurs avec la contrainte technique. Alors peut-être que Rossou, tu peux can directly answer on the computer. Avec ton ordinateur allumé. Si tu montes le son, moi je vais couper le son ici. I'm going to talk briefly about that issue about territory and identity and the Anchor, which is that cooperative. Okay, and that Anchor, which can be that cooperative and territorial nature. Very briefly, for example, there's a clear case in which that resilience among the different types of workers can be analyzed in that basis of the territorial situation. In the case of brand firm, which was a French firm, so it's a near case, which was bought by Fagor Electrodomésticos in 2005. And in this case, when Fed closed, brand workers who weren't owner members
carried out some protests, some actions that the Fagor Electrodomésticos in Madrid didn't support because of their owner status, maybe because of they had that owner relation, so they couldn't be actively against those movement and those measures. So they work maybe in another resilient way in which they didn't act actively, but they, for example, I don't know, they reduced their working times in order to avoid being relocated to other places, or they used medical papers, or I don't know how to say, but medical papers to say that maybe they weren't able to fill another position, and that way they avoid the prejudicial side of this flexibility, flexi security, sometimes maybe flexi precarity. And this difference between Basque worker owners and French employees happen also, for example, in the Polish filials, and that's it. For example, there was an interviewed owner who tell us that once they received some asking for help from those French and Polish unions, they understood that situation, but as owners, they weren't able to join to those protests. And also about it's we have to say that in this presentation, I have talked maybe about the worst part of that flexicurity, but they tell us that yes, that flexicurity has helped Fagor Electrodomésticos to deal with the different problems of the capitalist market through all the history, and also once its bankruptcy happened, and as we have said, yes, the situation maybe could be better than the one lived on capitalist firms, but it has been worse this time. This final time was worse than in other periods. And finally, I didn't understand you, but I have read something about that thing of maybe aristocracy that it's created between the members of a cooperative, which separates them from the other, I don't know, the other people, others, the rest of the society, maybe. And we have seen something like that in the case of the owner members of the other cooperatives that nowadays also are hosting those Fagor Electrodomésticos relocates, because sometimes they don't want to reset them due to maybe some preconception about their skills or something like that. So we can see some kind of that aristocracy, or that we are the ones of this cooperative.
and they are outsiders that come from a close. There's like a feeling that they have closed that cooperative, and we are worried because they're coming now to ours, and that's it. Those are my insights about your discuss. Je peux parler? Je suis Manuel Basarete. Est-ce que je puis parler? Wait, une minute, peut-être que Maxime. Une minute. Oui, oui. Habla. J'ai essayé de répondre les questions de Thomas dans le chat, et vous savez mes réponses que j'ai écrites là. Et quelque chose que Thomas propose sont très difficiles de faire parce qu'aujourd'hui, 70% des les ventes et les profits des coopératives de Mondragon sont dans les pays étrangers. La plupart des travailleurs ne sont pas à Espagne, sont dans l'extérieur, dans la Chine, dans le Maroc, dans beaucoup de pays. Et la localisation, la territorial anchorage qu'il a proposé, c'est très difficile d'implanter. Aussi avec Eroski, Eroski est un supermarché, mais il y a un supermarché d'Eroski dans toute l'Espagne. Il doit être basque dans le Basque Country, il doit être catalan en Catalunya, il doit être galician en Galice. C'est la localisation, c'est dans tous les mercos, dans tous les parcs de l'Espagne où Eroski est présent. C'est une stratégie de multilocalisation parfois. Et aussi avec les coopératives industrielles. C'est tout. Vous avez plusieurs de réponses dans le chat. Merci beaucoup à tous. Oui, merci Thomas pour tes remarques. Très rapidement, effectivement, je pense qu'il faut rappeler et resituer un peu le cas des reprises, le cas des reprises par des syndicalistes. Effectivement, les reprises, j'en ai compté en fait, j'ai essayé de faire un peu le décompte, il y en a environ une dizaine par an sur 60 000 redressements judiciaires. Donc, on peut dire que c'est quasiment un phénomène, je ne sais pas comment le qualifier, mais presque inexistant, quoi, finalement. Donc, on pourrait essayer de voir, d'essayer de comprendre les raisons. Je fais une communication au congrès de la FS l'été dernier pour essayer d'expliquer pourquoi, en fait, il y a si peu de reprises. Bon, il y a des raisons légales, hein, tout simplement, mais il y a surtout des raisons, on va dire, culturelles qui fait que, déjà, la méconnaissance, comme je le disais, du modèle, et puis, surtout, c'est extrêmement coûteux pour les salariés de se penser sous forme collective et de se choisir un patron. En fait. Contrairement à ce qu'on peut croire, personne ne se bat. C'est comme la direction d'un labo. Personne ne se bat pour être à la tête d'un labo. Et très souvent, c'est un peu la même chose dans une entreprise. Personne ne se bat parce qu'il y a peut-être une attirance pour la rémunération, encore qu'elle est souvent limitée en fait quand on est dans une coopérative. Mais il y a surtout beaucoup de coûts à prendre. Et les gens ont bien conscience de ça, donc ne sont pas forcément extrêmement pressés je parle des reprises, de prendre la place du patron. Donc effectivement, c'est un cas très particulier, mais je pense qu'on peut. C'est pour ça que j'ai essayé de travailler la question plus sur la question du syndicalisme que du coopérativisme quelque part. Parce que je me dis, ça peut peut-être un peu plus éclairer ce que nous dit le syndicalisme, qui est confronté à une grave crise. Hein, on le sait bien aujourd'hui. Hein. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité d'un renouveau syndical avec tous les dangers que ça peut impliquer, de se transformer quand même sous couvert de coopérative, pour une organisation de représentants des salariés en tant qu'organisation, on va dire, d'employeurs. On le voit bien avec le cas de Josu, c'est-à-dire ça suppose des problématiques extrêmement compliquées et périlleuses pour une organisation de défense des salariés. Donc, on peut tout à fait comprendre les enjeux et ce pourquoi j'ai plutôt tendu vers la question syndicale.
Oui, effectivement, je pense que c'est très intéressant de voir les tensions entre la base et la direction. Alors, je n'aurais pas la prétention de me situer dans les débats entre Marx et Proudhon, mais effectivement, la question du dialogue social, elle est très importante. On la retrouve aussi très bien dans le papier de Joshua et d'Emmanuel. Excuse-moi, Emmanuel, je t'oublie, mais c'est la force du présentiel. On pense aux auteurs qui sont là, malheureusement, mais dans votre papier à tous les deux, je pense que c'est une question un peu taboue, en fait, dans les coopératives. Alors, dans les années 70, on s'est beaucoup interrogé sur la présence d'une organisation syndicale. Est-ce que le syndicat a du sens dans une coopérative, puisque tous, par nature, normalement, tous les salariés sont censés être partie prenante, on va dire, des décisions qui sont prises. Mais moi, on voit très bien que dès que la coopérative atteint une certaine taille, eh ben, il y a forcément un écart qui se creuse, des préoccupations qui se différencient. Donc, je pense que cette question-là, elle se pose peut-être dans les petites structures, mais la question du syndicalisme dans les petites structures, elle se pose même quand ce n'est pas une organisation coopérative. Il y a très, très peu de syndicalisme dans les PME, tout simplement pour plein de raisons, mais aussi parce qu'on a du mal à considérer son patron comme un ennemi, quoi, tout ça aussi. Donc, voilà, moi je pense que la question du syndicalisme et du dialogue social est effectivement importante et je vais essayer de la creuser. Donc, je te remercie Thomas de cette remarque. Et puis la thématique de la nécessité de la survie, alors elle se pesait peut-être plus en Argentine, effectivement, parce que pour le coup, il n'y avait plus de protection. Enfin, je parle de femmes parce que c'est des femmes sur qui apportait principalement mon enquête. Il n'y a plus de protection sociale. On était dans une crise au début des années 2000 qui était terrible. Et effectivement, la question de la nécessité assez posée, mais pas que, quand même. Parce que sinon, on aurait beaucoup plus de création coopérative, parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans la nécessité que peut-être que. Et en l'occurrence, c'est pas ça. C'est pas que ça. C'est aussi des questions de socialisation professionnelle qui sont extrêmement importantes. Là, on l'a bien vu, parce que c'est, comme tu l'as très bien rappelé, c'est l'imprimerie. C'est vrai, peut-être que j'aurais peut-être dû un plus insister là-dessus. C'est quand même un milieu ouvrier extrêmement particulier, etc. Et dans le cas de l'Argentine, ce que je montrais, c'est que les gens qui avaient récupéré cette entreprise étaient tous des gens qui étaient très proches du patron. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, selon la logique idéologique qui veut que, puisqu'on reprend son entreprise, on était contre le patron. Mais non, en fait, ce que j'ai montré, c'est que toutes ces femmes et ces hommes, en fait, n'ont pas supporté d'être traités de la même manière que les autres salariés. Donc, effectivement, il y a la question de la nécessité, mais il y a aussi des questions proprement sociales qui expliquent, en fait, les dynamiques de ces reprises. Et je pense que ça fait sens, en fait. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup, Thomas, pour tes remarques. Peut-être pour simplicité, vous soyez tous les deux là, près de l'écran, comme ça. Para responder a las respuestas de la gente. On peut ouvrir la discussion à l'ensemble de la salle en présentiel et de l'audience sur le Zoom. Donc, une série de questions, je prends 2-3 questions pour commencer. Andy? Bon, merci beaucoup de ces interventions. Je veux une question rapide à chacun des intervenants. D'abord pour Maxime, je pense que l'exemple que tu décris avec finesse, on voit bien entre les lignes des problèmes quand une direction en fait de travailleurs, composée de travailleurs, doit prendre des décisions sur l'investissement, sur l'emploi notamment et tout ce qui concerne la rémunération, sans doute aussi sur la production. Mais je me demandais comment ils se sont pris pour agir aussi en matière de commercialisation, c'est-à-dire aller obtenir des commandes. Est-ce qu'ils ont agi de la même manière que la direction précédente? Je pose cette question parce que classiquement en économie politique, la manière dont on commercialise est aussi liée à la manière dont on gère les questions de financement et d'investissement. My second question is for the first paper. I felt that in the presentation, the question about flexicurity got a bit lost. I'd just like you to say really clearly, what is your argument about flexicurity? What is the effect of flexicurity norms and rules at the Spanish scale or maybe at the scale of the European Union?
on the Mondragon case. What is it really caused in the end, please? Okay, shall I start? Okay. Yes, maybe the main results about that inter-cooperation and the perception of worker owners haven't been shown in the presentation, but that's because there are some insights that I have skipped, which the main idea of worker owners and also other workers, but we mainly centered those opinions on worker owners, was like they live those flexibility, only the part of flexicurity, like sometimes like a drama. Before maybe 2008, when in 2005 everything was better economically, everything was more positive. Maybe before that period, due to that flexicurity, that security they perceive, it wasn't so bad, that perception. But once the crisis, the final crisis, until the bankruptcy and all that, once it arrived, the perception of those owners was of, they told us like a drama. They said it was like a drama. No one wanted to get moved to lower their salaries, maybe in other cooperatives also, in order to keep Fagor breathing. And that was like a drama. But as I have said, that part of security was the one which maintained and which finally has left a positive perception of flexicurity on workers. Maybe Manuel wants to explain more about it. In just a second. So we are the company closed 8 years ago. Still today, hundreds of former cooperative members of Fagor are temporarily relocated in other cooperatives. They still have a salary reduction. They still have a salary that is lower than in 2007. Okay, so many of the flexicurity measures of Mondragon have allowed them to maintain their job. They haven't lost their job, but they are in a worse situation. They have the job, but with salary reductions, with very bad working hours, and sometimes temporarily relocated to other cooperatives without any stability. Okay, so flexicurity has taken the form of flexi-precarity to a great extent in the case of Fagor. Juste peut-être un petit complément par rapport à la question de Nandi, précision, c'est que là, le papier parle en fait des règles internes. Ouais. De flexibilité, de flexibilité, c'est-à-dire voilà, parce que là, si on a déporté sur les règles un peu nationales et européennes, mais là, l'artículo no está hablando de, no habla de las europeas, de las reglas. Il semble que habla de las internas de la aplicación. Oui, nous parlons de la flexicurité interne dans Mondragon avec les règles de Mondragon. C'est pas la flexicurité d'un niveau macroéconomique. C'est pas la flexicurité de Danemark. C'est pas la flexicurité de la Germanie. C'est la flexicurité interne de Mondragon. À Mondragon, quand vous avez une crise économique, il n'y a pas de chômage,
mais il y a des réductions salariales, il y a des relocalisations des travailleurs dans d'autres coopératives, il y a aussi des flexibilités dans les horaires, il y a beaucoup de périls à la flexibilité macroéconomique. Et ils sont très bons pour les crises qui sont pas, they are very good measures for short crises, for crises that are for 1 year or 2 years, but for crises that are very, very long, like the crisis of Fagor, they create many negative outcomes in form of lower satisfaction of employees, greater absenteeism. Okay, because if you are 8 years with a lower salary, 8 years relocated in one cooperative, in other cooperative, and so on, those measures have a negative consequence also in the satisfaction, motivation, and involvement of workers. Je ne sais pas si vous avez compris. Pardon pour mon français et mon anglais. Je vais répondre à ta question, Andy. C'est une question extrêmement intéressante dans la mesure en fait, où on s'aperçoit en fait, que très souvent les reprises d'entreprise, ce qui explique d'ailleurs une réticence très forte du mouvement coopératif lui-même de s'engager sur des reprises. Parce que très souvent, les reprises d'entreprise, ça concerne en fait des entreprises qui sont en difficulté. Ouais. Et les entreprises en difficulté, ça suppose donc qu'elles sont sur des marchés qui sont souvent en déclin. Dans le cas des corbeilles, des magazines de télévision, on peut s'imaginer que ça concerne une partie de la population qui est malheureusement en déclin également. C'était un secteur, donc ils étaient dans un secteur d'activité quand même très problématique et qui a en fait été en grande partie sauvé par Dassault. Faut pas se mentir. Si Dassault n'avait pas mis l'argent sur la table et passé les commandes, ça aurait été fichu cette histoire. Je pense. Il y a vraiment une intervention politique et économique en fait très forte qui permet de sauver cette entreprise. Alors moi, effectivement, pour des raisons sociologiques et un peu politiques, faut pas se mentir, j'insiste beaucoup sur l'action des syndicalistes. Mais on ne va pas se mentir, s'il n'y a pas d'assaut, il n'y a pas de reprise. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est à quel point, en fait, ces syndicalistes de la CGT, qu'on croise à la fête de l'UMA, qui nous tiennent des discours, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que tous ces militants syndicalistes sont passés par le Parti communiste autrefois, ont une socialisation politique extrêmement forte, et ce qui explique aussi leur capacité à pouvoir mobiliser les dimensions de politique économique, etc. Ils ont une formation politique, mais qui s'est complètement dépolitisé finalement au moment de devenir. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un aspect de la politisation, c'est défendre les conditions de travail face à un patron, et dès qu'il passe de l'autre côté, il n'y a plus du tout de réflexion ou de rejet des logiques économiques. Et ça m'a beaucoup surpris, parce que des fois, j'étais face au PDG, qui avait presque des logiques schizophrènes, quoi, en fait, en disant, ouais, les capitalistes, ceci, le gouvernement, c'est vraiment, parce que les termes, ils sont là pour en mettre plein plutôt des travailleurs, etc. Et à côté de ça, il expliquait qu'il fallait absolument couler l'autre imprimé qui est situé à 50 km pour pouvoir bénéficier, récupérer finalement les marchés et que c'était la seule issue possible de survie de l'entreprise. Donc moi, j'appelais ça un peu, j'ai qualifié ça de logique Highlander, c'est celui qui survivra, qui aura le dernier la tête coupée, ou qui coupera la tête le dernier survivant, finalement, parce qu'ils étaient vraiment dans ce modèle-là économique. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup heurté, oui, aussi, politiquement, en me disant, mais à aucun moment, ils avaient de réflexion, parce qu'il est très différent, je pense, par exemple, du cas de Fralib, où on voit qu'ils ont, et une fois de plus, c'est le temps de préparation, je pense que là, c'est un point majeur de compréhension du phénomène. En 6 mois, il n'y a aucun travail, on va dire, idéologique, politique qui est fait, qui est mené. Donc, ils sont vraiment dans le schéma capitaliste complètement classique. Alors maintenant, c'est notre boîte. Et voilà. Je vais finir là-dessus, c'est quand même un peu compliqué. Moi, quand je le mettais face à ces contradictions, il me disait, moi, j'ai un mandat de mon syndicat, et c'est à ce titre, les décisions ne sont pas prises, c'est assez étonnant, elles ne sont pas prises collectivement, elles sont prises collectivement, mais elles sont prises aussi dans mon syndicat, et on a décidé de mener cette bataille, parce que là-dessus se greffe également
des luttes internes syndicales avec cette autre entreprise. Donc voilà, tout ça est mélangé, ce qui fait que finalement, on reproduit sans sourciller en fait des logiques assez sévères, enfin, exécrables en fait, des relations capitalistiques classiques, quoi. Excusez-moi. Oui. Pour rebondir, j'ai une toute petite question qui a rapport aussi avec une remarque de M. Lamarche tout à l'heure. Ouais. Il me semble, par rapport à la question de la domination du talent, et une question un peu naïve, mais on parle de scope. Est-ce que là, dans ce cas-là, on peut vraiment évoquer une scope, puisque finalement, il n'y a plus c'est plus une personne, une voix véritablement. La direction finalement n'a pas été élue. Donc ma question, c'est est-ce qu'on est dans quelque chose un peu différent encore? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est dans quelque scope ou pas, selon vous, par rapport à Je me suis posé la question en lisant votre papier, c'est pour ça. Oui, si, c'est une très bonne question. Effectivement, alors, les dispositions légales ne permettent en fait de choisir un PDG sans vote au moment de la création de l'entreprise. En revanche, ils sont tenus de tenir des élections au bout de, je crois qu'ils ont fait des élections au bout de 2 ou 3 ans. Donc, il a été élu, il n'a pas été élu, il a été réélu même par la suite, mais avec beaucoup de contestations en interne. Et en fait, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est que personne ne veut prendre la place, tout le monde bataille, tout le monde est contre, mais au moment de faire des élections, c'est un peu, voilà, personne ne se sent en fait apte. Il y a des questions vraiment de légitimité sociale qui jouent très très fort dans ce genre de situation. Effectivement, quand on est rotativiste, il y a un autre facteur, je finirai là-dessus, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'on a une moyenne d'âge du personnel qui tourne autour de 50 ans. Quand on a fait 30 ans de 3-8 sur une rotative, on a du mal à se projeter comme PDG. Et ce qui permet, en fait, c'est tout le parcours syndical. Est-ce que tu as. J'ai noté là que dans l'aventure, il y en a 40 qui sont pas. On est passé de 120 à 80. Que tu as discuté avec les 40, certains des 40 qui sont partis. Et voilà, est-ce que c'était un moyen de découvrir des tensions, enfin, ou des conflits sous-jacents qu'on peut retrouver après? Ouais. Quelles raisons ils sont pas. Alors, je ne les ai pas rencontrés. En revanche, j'ai fait des entretiens et j'ai discuté avec des gens qui connaissaient ces gens-là et qui m'expliquaient que pour partie, certains sont partis à la retraite, en fait, le mécanisme assez classique, d'autres sont partis parce que c'était la CGT. Ah, je vous épargne, pour faire de la pub, il faut lire le livre. Il faut lire le livre parce que dans le livre, j'explique aussi que l'histoire, là, je vous raconte un peu la belle histoire, quoi, mais il y a aussi des pratiques au sein de la CGT, au sein de l'usine, de certains qui sont partis et qui vont faire des coups foirants un peu sur le dos des salariés. Et du coup, il y a aussi une méfiance qui va s'instaurer de la part d'une partie des travailleurs à l'égard des élus CGT, quoi, en fait, quoi. Donc, certains vont se dire, moi, je ne leur fais pas trop confiance. Ce qu'on leur reprochait, et ce qui n'était pas complètement faux, c'était plus de travailler pour leur organisation syndicale que véritablement l'entreprise. Ou en tout cas, l'intérêt Donc, il y a vraiment, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas complètement faux. Donc, le résultat, c'est que certains sont partis parce que c'est la CGT. Beaucoup auraient voulu partir, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Dire que quand on était formé rotativiste, pour se retrouver un travail derrière, c'est compliqué. À 50 ans, alors certains voulaient devenir livreurs, des taximotos, mais finalement, c'était assez fermé comme avenir. Est-ce qu'il y a des questions sur Zoom? C'est dommage. Non. Est-ce qu'il y a d'autres? Donc, moi, j'avais juste, c'est plus un commentaire. Je trouve que vraiment l'intérêt des papiers dialoguent vraiment entre eux parce qu'on c'est d'entrer par la question du travail, la question des coopératives, ce que fait évidemment le papier de Maxime, mais ce que fait aussi le papier sur Favor en particulier, la partie de la présentation sur Favor et le papier avec Manol.
Et bien sûr, on pourrait prolonger, puisque effectivement, ce rapport complexe entre syndicalisme et coopérative, on le retrouve aussi dans l'histoire du monde de la Gaule, que ce soit sur la question des travailleurs non sociétaires, et là, les syndicats des territoires, donc les Pays-Bas se sont saisis de la question. Et puis ensuite, la question des issues d'internationalisation. Et là, il y a, juste pour info, il y a un film que vous connaissez peut-être, un documentaire qui s'appelle Les Fagor et les Brandt. Je le dis parce qu'il est en français, donc qui a été fait en 2007 et qui parle qui travaille vraiment sur la relation entre les coopérateurs de Montréal, Fagor, et les salariés, et notamment les syndicalistes de Brandt à l'usine de La Roche. Donc, Fagor a racheté Brandt, et où on a été dans les difficultés économiques qui commençaient. Donc, on voit à la fois du côté des syndicalistes aussi une réticence par rapport au modèle coopératif, on voit très bien dans les études qui sont faites, et du côté des coopérateurs Pays Basque, une interrogation, ils se disent, là, on se retrouve un peu en situation de patron, parce qu'ils ont racheté même une entreprise plus grosse qu'eux, il me semble, là, je parle sous le contrôle de Yoshua et Manol, mais donc une difficulté aussi à gérer cette nouvelle relation en termes de relation de travail, de dialogue social que ça instaure. Je trouve qu'il y a vraiment un dialogue tout à fait intéressant. Et dernière remarque, merci aussi à Thomas pour les commentaires, parce que je crois qu'on a vraiment intérêt, c'est pour ça que je suis content qu'on ait une séance sur les coopératives qui sont un séminaire d'économie politique des capitalismes, parce qu'on travaille sur le capitalisme, on travaille sur les coopératives aussi, et on a une tendance un petit peu des fois à isoler les travaux sur le SS, sur les coopératives, voire un an. Or, on voit bien avec les collections, que ce soit avec les théories de la régulation ou bien avec toutes les discussions qu'on a ici sur l'économie politique, on ne comprend que parfois on relativise aussi la spécificité coopérative qu'en l'intégrant dans un cadre plus large. Voilà. Peut-être pour poursuivre ce que tu dis, alors je pose la question peut-être à Thomas aussi pour m'éclairer. Moi, je ne suis pas très familier de la littérature sur les coopératives, mais travaillant pas mal dans une perspective polanyienne, quand tu parles d'économie sociale et solidaire, dans les grilles de lecture, on a chez Polanyi cette idée que l'économie, ça organisé dans l'espace et dans l'histoire selon différentes manières, mais entre réciprocité, redistribution et échange marchand. Et j'ai l'impression que la littérature en économie sociale et solidaire revendique d'investir le pôle réciprocitaire en disant voilà, c'est un pôle différent du pôle marchand ou redistributif, avec cette idée de trois pôles. Alors que ce que j'entends ici, c'est plutôt qu'au sein du marché, au sein du pôle marchand, on a des modes d'organisation qui peuvent être différents. Donc, ce n'est pas une strate à côté, ce n'est pas un pôle à côté, c'est un pôle c'est un mode d'organisation à l'intérieur du marché et qui pose cette dialectique entre le marchand et le non-marchand, ou en tout cas le réciprocitaire, qui est tout à fait intéressante. Donc voilà, c'est juste cette remarque-là par rapport à une grille de lecture polanyienne, comment on positionne les coopératives dans ces trois triptyques redistributifs marche et réciprocité. C'est une super bonne question pour la dernière minute. Non, c'est très bien parce qu'en fait, la question qui est derrière la question que tu poses, c'est presque qu'est-ce que c'est que l'ESS, parce qu'en fait, c'est considéré comme un sous-ensemble qui a été construit en partie par les politiques publiques, qui ne s'est pas construit en tant que mouvement. Bon, c'est aussi construit en tant que mouvement, mais souvent en tant que mouvement, il y a plutôt d'un côté les coopératives, les entreprises sociales, les coopératives agricoles qui en sont même fois séparées, etc. Donc, il y a des sous-composantes, mais l'ensemble ESS est un conglomérat, enfin, le terme conglomérat, ce n'est pas le bon, est un agglomérat qui a du sens parce qu'il y a un certain nombre de principes communs, c'est vrai, mais qui regroupe des activités de nature très, très différente, des groupes de personnes. C'est quand même un des points particuliers, c'est qu'on a affaire à des sociétés de personnes, hein, pas au sens juridique, société de personnes, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais c'est-à-dire que c'est des sociétés qui sont dont la propriété des organisations est liée aux personnes et non pas à la détention du capital, hein, toujours une personne une fois. Mais derrière, quand tu mets la question que tu poses sur la question réciprocitaire, ça renvoie en fait très précisément ou très profondément à l'approche plutôt lavillienne, hein, de Jean-Louis Laville, donc beaucoup plus sur de l'économie solidaire, en partie liée à des travaux menés en Amérique latine, donc
voilà, un peu lié à maintenant ce qu'on appelle l'épistémologie des Suds, mettent en avant beaucoup des formes qui sont en fait pas principalement économiques et qui n'ont pas été vraiment désencastrées. Ça, c'est toute l'approche lavillienne qui est hyper intéressante. Mais la ville ne parle pas des coopératives, en fait. C'est pas ça. Alors, marginalement, notamment en Amérique latine, il va traiter de coopératives parce que la coopérative argentine laisse neutre personne. Hein. Ce n'est pas pour dire qu'il n'en parle pas du tout. Et puis, bien sûr, Corraggio parle beaucoup des coopératives, mais il est quand même beaucoup plus sur une entrée par les formes de solidarité dans une activité qui est aussi économique, mais qui n'est pas principalement économique. Et dans le champ coopératif, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait cet appel de la revue de la régulation sur une analyse méso des coopératives et pas toute l'ESS. C'est parce que dans les coopératives, il y a affaire à des organisations, on va dire, plus structurées, plus formelles. C'est bien que la ville n'aime pas qu'on définisse l'économie solidaire comme une économie non formelle. Il a raison, mais ce n'est pas les mêmes niveaux de formalisation, notamment de l'activité productive. Les coopératives sont des entreprises. Dans l'économie solidaire, on n'a pas affaire essentiellement à des entreprises. On a affaire à des espaces dans lesquels il y a de la production, mais pas sous des formes d'entreprise. Donc, du coup, on a des sous-composantes qui sont de projets politiques, de formes de solidarité, de liens à la communauté, notamment à la communauté villageoise, très, très différentes dans les sous-composantes de l'ESS. Et ça mérite, ça c'est intéressant aussi de le traiter dans une économie politique du capitalisme parce que c'est en même temps parfois une marge, parfois un champ qui permet de compenser les effets du capitalisme, d'autres fois des formes de production qui représentent, l'ESS en France, on dit c'est 10% du PIB, donc c'est sûr qu'on a mélangé le crédit agricole et une AMAP. Alors, du coup, vous voyez bien qu'il y a un peu des carpes et des lapins, quoi. Mais du coup, c'est intéressant de regarder à l'intérieur de ce champ qui est en fait extrêmement composite et qui rend difficile d'ailleurs cette idée de temps en temps de faire une théorie. Il y a des gens qui veulent faire une théorie institutionnaliste de l'économie sociale et solidaire. Après, il a fait un truc qui s'appelle aussi une théorie. Bon, on sait très bien que c'est relativement fait parce que c'est très composite. Ce qui est intéressant, puis je m'arrête là-dessus, c'est que du coup, ça renvoie à la question du pluralisme des formes d'entreprendre. Et ça c'est particulièrement intéressant. Un tout petit point juste pour souligner ton propos, c'est que quand il y a des enquêtes qui ont été faites sur le sentiment d'appartenance à l'ESS des acteurs de l'ESS, en fait, il y a une très faible minorité qui se revendique de l'ESS, qui ont même conscience d'appartenir à l'ESS. C'est vraiment une construction intellectuelle, en fait. Et d'ailleurs, pour reprendre la ville, Jean-Luc David, je pense que c'est un leitmotiv de sa carrière, en fait. C'était essayer de performer un peu intellectuellement et il est arrivé. Il est arrivé dans certains espaces et ça ne rend pas compte finalement réellement de la réalité de ce qu'on pourrait appeler l'ESS. C'est particulièrement vrai ce que tu dis dans le champ des ONG, par exemple, ou dans une grande partie du champ des associations du secteur sanitaire et social, qui sont en fait le plus gros bassin d'emploi du champ de l'ESS, qui ne se présentent pas comme étant nécessairement partie de l'ESS. Donc, on a affaire à une espèce d'ambivalence assez intéressante, en fait. Quelqu'un de vous a dit a mentionné les faveurs et les brands, et c'est vrai, parce que le système coopératif ici, dans la plusieurs parts des coopératives, c'est un système capitaliste. C'est coopératif dans les Basque Country et capitaliste ailleurs. Il y a quelques exceptions. Il y a une entreprise, une coopérative basque, Mondragon Assembly, qui a acheté une entreprise en France et a offert la possibilité d'être membre de la coopérative à les travailleurs français. Et les travailleurs français ont dit que oui. L'entreprise a fait a offert la même possibilité aux travailleurs allemands et les travailleurs allemands ont dit que non, qu'ils ne veulent pas être membres de la coopérative. Ils préfèrent d'être travailleurs normaux. Je vais étudier pourquoi les travailleurs français de Mondragon Assembly ont dit que oui et les travailleurs allemands de Mondragon Assembly ont dit qu'ils ne veulent pas être membres de la coopérative. C'est tout. Mais la plupart des entreprises sont coopératives ici et totalement capitalistes ailleurs.
Merci beaucoup. On a dépassé de quelques minutes, donc on va devoir se quitter là. Donc je remercie Rossou et Maxime et bien sûr Thomas pour vos présentations, discussions tout à fait riches. Ça ouvre effectivement des discussions qu'on pourrait poursuivre au sein du séminaire. Touche à beaucoup de choses. Je crois aussi sur la question de... Tu avais commencé ta présentation, Maxime, sur l'appel, sur la refonte de la gouvernance des entreprises. Alors, on n'a pas beaucoup discuté de ça, ça commence à éclairer aussi ce débat de la gouvernance des entreprises dans un contexte de financiarisation. Bon, on espère qu'on aura d'autres occasions de continuer à discuter de ces choses-là au sein du séminaire ici ou en collaboration avec les collègues parisiens, du LADIS notamment, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.